Bienvenue sur cette vidéo qui traite du référentiel et des référentiels et des repères, que vous soyez depuis YouTube ou depuis l'application pour iOS et Android, je vous souhaite la bienvenue. Alors pourquoi cette vidéo? Nous allons faire la distinction entre référentiel et repère, car l'erreur arrive trop couramment de ne pas faire la distinction entre les deux. Ça peut mener à des erreurs d'appréhension d'un problème qui peuvent ensuite mener à des erreurs de calcul et qui mènent à des équations de mouvement qui peuvent être fausses. On va éviter ça, donc nous allons définir clairement la différence entre référentiel et repère. Un référentiel, c'est quoi? C'est un lieu d'étude du mouvement d'un système. Par exemple, on considère le mouvement d'un oiseau depuis le référentiel de la salle de classe. Si un oiseau est venu dans la salle de classe, on pourrait se mettre dehors, prendre le référentiel du sol, donc le référentiel terrestre, et considérer le mouvement je ne sais pas, de gouttes d'eau qui tombent, d'un avion qui passe, d'une voiture qui roule, etc. Donc le référentiel, c'est un lieu, en fait. C'est un objet physique ou un ensemble d'objets physiques qui sont immobiles les uns par rapport aux autres. Tandis qu'un repère, c'est un objet mathématique. D'accord? C'est un objet mathématique muni d'une origine et d'une base. Une base de 3 vecteurs. Les repères qu'on utilise ici en physique 1 sont orthonormés. Donc ils ont une base faite de vecteurs unitaires, donc qui ont une norme égale à 1, et qui sont orthogonaux les uns aux autres. Donc, parfois, dans les premiers problèmes qu'on fait, on pose un repère muni de 2 vecteurs, parce qu'on travaille dans le plan, mais dès qu'on travaille en 3 dimensions, on va utiliser un repère muni de 3 vecteurs unitaires, perpendiculaires les uns aux autres, qu'on dit direct. Donc avec la règle de la main droite, on peut retrouver les 3 vecteurs unitaires. Donc voilà. Et avec ce repère, donc le repère est un objet mathématique muni d'une origine et d'une base de vecteurs unitaires, on peut exprimer n'importe quel autre vecteur de l'espace dans ce repère. D'accord? C'est à ça que ça nous sert, le repère. C'est vraiment un objet mathématique pour venir récupérer des grandeurs physiques vectorielles, par exemple une force, de l'exprimer dans ce repère, afin de résoudre notre problème mathématiquement. Donc c'est un outil mathématique plus qu'autre chose, le repère. Et je vais d'ailleurs aborder, une fois que je vais parler des repères, qui sont sur le tableau derrière, pourquoi on fait souvent l'amalgame entre référentiel et repère. Pour l'instant, restons sur les référentiels. Il y a 2 types de référentiels, que vous pouvez voir derrière moi avec les dessins ici au tableau. Il y a le référentiel d'inertie, dit aussi absolu, et le référentiel accéléré, dit aussi relatif. Celui que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est le référentiel d'inertie, ou encore dit absolu. Alors, c'est quoi un référentiel d'inertie? Un référentiel d'inertie, je vous l'ai dit, c'est un lieu depuis lequel on va étudier un mouvement. C'est un lieu où les lois de Newton, notamment la première, la somme des forces égale 0, donc notre système est en mouvement rectiligne uniforme ou il est au repos. Et la deuxième loi de Newton, pour un système à masse constante, la somme des forces s'appliquant au système est égale à la masse fois son vecteur accélération. Eh bien, ces lois de Newton sont vraies dans un référentiel d'inertie, au dit absolu. Donc c'est vraiment un référentiel qui est immobile. Et les référentiels absolus sont tous immobiles les uns par rapport aux autres, ou ils sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. Souvent, on considère le sol comme un référentiel d'inertie, un référentiel absolu. Lorsqu'on prend en compte la rotation de la Terre sur elle-même, on prend le centre de la Terre et des étoiles lointaines qu'on suppose fixes comme un référentiel absolu, ou dit d'inertie. Donc, celui que vous connaissez, c'est plutôt celui-ci, le référentiel terrestre. On se pose donc, nous on fait partie du référentiel. On est immobile par rapport au sol. Là, si je ne bouge pas dans la salle de classe, je suis dans le référentiel de la salle de classe. Je peux étudier le mouvement d'autres objets dans cette salle. Les chaises, par rapport à moi, sont immobiles, donc on peut aussi les considérer comme faisant partie du référentiel. Très bien. Donc ça, c'est celui que vous connaissez. Là, c'est un peu nouveau que je vous parle du centre de la Terre et d'étoiles lointaines fixes. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je parle aussi de celui-ci. Celui que vous ne connaissez pas, ou vous n'êtes pas censé connaître, c'est le référentiel accéléré ou dit relatif. Eh bien, parce que peut-être le lieu où vous vous trouvez n'est pas en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel absolu dans l'univers que vous pourrez trouver qui serait parfaitement immobile. Peut-être que le lieu où vous vous trouvez est accéléré. Alors, comment il pourrait être accéléré? Eh bien, la Terre, c'est un référentiel en réalité qui est accéléré, qu'on suppose absolu pour des mouvements
sur, on va dire, des distances raisonnables, pour des temps plutôt courts, etc., des vitesses pas très élevées. Mais si on veut faire de la balistique, par exemple, donc des tirs, etc., des tirs de projectiles sur de très longues distances, on doit prendre en compte la rotation de la Terre. Et pourquoi, vous allez me dire, si on va supposer que la Terre est en rotation, enfin, on ne suppose pas, c'est le cas, elle est en rotation sur elle-même à vitesse constante, à vitesse de rotation constante, donc un tour en 24 heures. Donc si on parlait de la vitesse angulaire de la Terre, ce serait 2π fois sa fréquence de rotation, donc ce serait en fait 2π divisé par sa période, donc c'est 2π divisé par 24 fois 3600, parce qu'il faut convertir les 24 heures en secondes, ça nous donnerait quelque chose de l'ordre de 7,3 10 puissance moins 5 radians par seconde, juste pour la culture générale. Eh bien, un système qui est, enfin, donc là, c'est le référentiel même, c'est le lieu d'étude, qui est en train de tourner sur lui-même, il est en accélération parce que tous ces points subissent une accélération centripète. Ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir et qu'on va encore aborder. Si quelque chose est en mouvement circulaire, donc ici, ce seraient les points de la Terre, autour du centre de la Terre, autour de l'axe de rotation de la Terre, et bien dans ce cas-là, ils subissent tous une accélération centripète. Donc nous aussi, lorsqu'on est sur la Terre, nous sommes en train de subir cette accélération. Donc, lorsqu'on va étudier le mouvement de système, qu'on décolle de la surface de la Terre et qu'on tire dans une direction donnée, on doit prendre en compte cela. Donc ici, la Terre serait un référentiel non absolu, il serait accéléré. Donc si on regarde le mouvement d'un projectile, on va essayer de faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre militaire. Par exemple, on va lancer une fusée. Je ne sais pas, essayer d'imaginer un véhicule pour vous déplacer sur des longues distances simplement tiré depuis un canon. Eh bien, si nous, on observe le mouvement de ce véhicule qui a été tiré, ce projectile, depuis la Terre, là où il a été tiré, on va supposer qu'on peut le suivre, eh bien, on va voir qu'il subit une déviation. Mais on ne peut pas l'expliquer par les forces qui s'exercent sur cet objet. Parce que si on regarde son poids, les frottements de l'air, etc., les forces ne nous expliquent pas pourquoi on observe cette déviation. C'est à nous de savoir qu'on est dans un référentiel accéléré et que la déviation est due au fait que le référentiel n'est pas absolu. Même chose ici, si on se trouve sur un manège, un carrousel qui tourne sur lui-même, eh bien, si on regarde le mouvement d'objet depuis ce manège, pareil, on va voir qu'ils subissent une déviation. Quand nous, on est situé sur le manège, ils subissent une déviation qui n'est pas consistante avec les forces qui s'exercent sur ce système. Par exemple, on met une balle de foot sur le carrousel, on va voir une déviation qui n'est pas cohérente avec le fait qu'il a son poids, la réaction normale du support et peut-être des frottements entre le support et la balle. On va négliger les frottements de l'air. On va voir qu'il dévie et peut-être qu'en tournant, nous dans le référentiel, on va voir que la balle se met à peut-être rouler sur elle-même. D'accord ? Encore une fois, c'est dû au fait que notre référentiel d'étude est accéléré. Il est en rotation, donc tous les points du référentiel subissent au moins une accélération centripète. Un autre cas, vous êtes à bord d'une fusée, votre fusée décolle, donc elle a une force de poussée, ici, due aux gaz qui sont éjectés. Et bien là, votre fusée est en accélération vers le haut. Eh bien, vous pouvez le sentir vous-même, vous vous sentez peut-être plus lourd, on va dire. Vous pouvez voir des objets qui se mettent peut-être à tomber d'eux-mêmes, ou c'est beaucoup plus dur de soulever des objets, on dirait que le poids de votre objet s'est soudain accru. Eh bien, cela est dû au fait que ici, votre fusée serait par exemple en accélération par translation. Donc, elle se balade sur une ligne droite, par exemple. Elle est en train d'accélérer. Donc là aussi, le mouvement des objets que vous voyez n'est pas consistant avec les forces, les vraies forces qui s'appliquent sur ces derniers, sur ces systèmes. Donc, on va faire la distinction, et ça, ce sera un chapitre qu'on va aborder bien plus tard. Mais au moins, vous savez les deux types de référentiels que vous pouvez rencontrer. Pour l'instant, on va s'en tenir au référentiel absolu. Donc, première et deuxième loi de Newton, vérifiez. Passons maintenant donc, à votre objet mathématique, le repère. Ce que je vais faire n'est pas très orthodoxe, parce que normalement, on ne vous introduit pas tous les types de repères immédiatement, mais je vais le faire, parce que je considère que vous êtes assez intelligent pour comprendre, et mon petit doigt me dit que vous allez avoir une meilleure compréhension de la matière comme ça. Donc on va s'en tenir à cela. Le premier repère que vous connaissez, c'est le repère cartésien. D'accord ? Muni de 3 vecteurs unitaires. Donc je vous ai dit, tous nos repères ici, les vecteurs sont unitaires, ils sont orthogonaux les uns aux autres, et les repères sont définis directs. C'est-à-dire si je prends le premier vecteur unitaire avec ma main droite, donc je mets mes doigts le long du premier vecteur unitaire, je les replie vers le deuxième, eh bien mon pouce indique le troisième vecteur unitaire et le bon sens du troisième vecteur unitaire. Donc repère orthonormé direct. Donc là, c'est le repère cartésien. C'est celui que vous connaissez le mieux,
parce que c'est celui que vous avez utilisé sûrement juste en 2D, donc vous appelez peut-être les vecteurs unitaires I et J ou EX, EY. Moi, je les ai appelés d'une façon plus générale avec les axes X1, X2, X3 qui sont générés par ces vecteurs unitaires. Lui, ce repère cartésien, vous le fixez au référentiel, d'accord? Qu'il soit absolu ou relatif, vous le fixez, vous êtes toujours obligé, car votre référentiel, c'est votre lieu d'étude. Mais vous avez besoin d'une base mathématique pour ensuite commencer à étudier le mouvement de votre système. Donc vous avez toujours besoin d'un repère cartésien, c'est le strict minimum. Il doit être collé au référentiel. Et de là, l'amalgame entre référentiel et repère. Parce que ce repère cartésien qui est fixé au référentiel, bah oui, comme il est fixé au référentiel, il est immobile par rapport à celui-ci. On peut dire qu'il fait partie du référentiel. Néanmoins, je vais maintenir la distinction entre repère et référentiel. Donc on a notre référentiel. Puis là, peut-être c'est le point P qu'on considère, donc il aurait pour coordonnées, on pourrait le repérer par X1, X2 et X3. Parlons maintenant du repère cylindrique. Ça, c'est une très grande nouveauté en physique 1 pour vous, parce que vous avez appris qu'un repère doit être fixé. Enfin, le repère cartésien, il est fixé. Donc, vous le collez au référentiel, il ne bouge pas par rapport au référentiel. Eh bien, le repère cylindrique, avec pour vecteur unitaire euro, phi, ez, de 1, il est placé sur le point matériel que vous considérez. Si P, c'était un point matériel, une boule de masse M, eh bien vous le placez dessus. Donc déjà, ça, c'est un peu étrange, d'accord? Parce que vous n'êtes pas habitué à placer un repère sur le système que vous étudiez. Vous le placez normalement au sol. Donc vous le placez sur le système que vous étudiez et il bouge avec ce système. Donc c'est un repère qui est dit mobile. Donc là, normalement, ça doit faire sonner toutes les alarmes dans votre tête si vous n'êtes pas habitué à ça. Parce qu'un repère, de par sa signification, normalement, ça devrait être le truc fixe. Ça veut dire c'est ce qu'on regarde et on fait ouf, là on peut retrouver nos marques. Eh bien non, on utilise aussi des repères mobiles. Donc le cylindrique, c'est un des deux repères mobiles que vous avez, 3, mais pour le point matériel, un des deux repères mobiles que vous allez utiliser. Donc déjà, voyons un peu quels sont ces vecteurs unitaires. Enfin, plutôt les coordonnées même, qu'on utilise avec le repère cylindrique. Donc je vous ai dit, le repère cylindrique est placé sur votre point matériel, par exemple ici P. Les coordonnées, bah, vous avez ce qu'on appelle le rayon ρ, donc on retrouve notre lettre grecque ici. Ce n'est pas la masse volumique, hein, ça décrit une distance ici. Donc ρ, d'accord, vous avez le plan. Donc vous avez toujours besoin néanmoins d'un repère cartésien, je vous l'ai dit. Quoi qu'il arrive, vous commencez votre problème, un repère cartésien est fixé au référentiel. Ensuite, on peut le rendre un peu plus élaboré en ajoutant des repères. Ici, on ajoute un repère cylindrique qui est mobile, qui est fixé à la particule qui bouge. Donc, votre ρ, ici, est défini depuis l'origine du repère cartésien fixé au référentiel. Il est dans le plan OX1, X2. Et il va sa pointe va en dessous du point P. Alors, comment c'est en dessous? P, en fait, ici, si on faisait une projection orthogonale, d'accord, du point P sur le plan OX1, X2, sa projection orthogonale serait là. Donc, ρ, il va de haut jusqu'à la projection orthogonale de P dans ce plan. Z, c'est simplement la hauteur, on pourrait dire, à laquelle se trouve notre point P. Ça, je considère que ça doit être assez simple à comprendre. Maintenant, ici, vous avez un angle. Donc, une nouveauté, c'est qu'une des coordonnées, c'est un angle. Et l'angle est défini entre l'axe OX1, le vecteur unitaire OE1, pardon, juste le vecteur unitaire E1, jusqu'à ρ, en fait. Jusqu'à là où est défini ce vecteur. Si on voulait définir un vecteur, on pourrait, entre O et la projection orthogonale du point P. Donc l'angle phi est défini comme ça, d'accord? Vous pouvez imaginer que, en fait, là, ça, ce serait comme une porte, là, ρ, z, p, o, il définirait une porte qui tourne autour de l'axe OX3, et phi, en fait, décrirait justement l'angle que fait la porte par rapport à l'axe OX1. Maintenant, pour le vecteur unitaire, eh bien, vous enlevez 3, encore, euro, e phi, ez, l'ordre est important. Euro, je me mets les doigts le long de ρ, je rabats vers e phi, mon pouce indique ez. Bien sûr, là, c'est une représentation un peu isométrique en 3D sur un tableau. Donc, c'est pas parfaitement c'est pas orthogonal. Visuellement, oui, il faut vous imaginer que les trois vecteurs unitaires sont perpendiculaires. Donc là, euro, c'est assez simple. Il est parallèle ici, au rayon que j'ai défini dans le plan OX1, X2. Il est dans son sens d'accroissement, bien sûr. Mais je le cale sur le point P. EZ, il est assez simple, il est dans le sens d'accroissement de la coordonnée Z, il est vertical, aussi fixé au point P. E phi, donc c'est le deuxième vecteur unitaire de ce repère, lui,
Eh bien, je vous ai dit, reprenez l'image de la porte qui tourne autour de l'axe OX3. EφI, il serait perpendiculaire à cette porte et il serait dans le sens d'accroissement de l'angle phi. D'accord? Donc, si on serait en train de faire tourner la porte comme ça, autour de son axe, eh bien l'angle phi sera en train de s'accroître. D'accord? Donc, ce repère est mobile. Et oui, c'est possible, et on va aborder pourquoi c'est intéressant d'utiliser un repère mobile. En fait, ça peut vraiment simplifier nos équations du mouvement. Parce que peut-être vos forces sont plus simples à projeter en utilisant ce repère, peut-être que votre position est plus simple à définir, etc. D'accord? Maintenant, alors déjà, vous avez deux repères. Eh bien, peut-être, là, je n'ai pas représenté, votre particule à une certaine vitesse, des forces agissent dessus. Eh bien, c'est votre choix, dans la résolution du problème, d'exprimer vos grandeurs physiques vectorielles dans le repère cartésien ou dans le repère cylindrique. Néanmoins, la nature de vos grandeurs physiques vectorielles, force, accélération, vitesse, ne vont pas changer selon le repère. Pensez au repère un peu comme une langue, d'accord? Vous parlez une différente langue, mais vous dites la même chose, d'accord? Donc, utiliser un repère ou un autre pour exprimer vos grandeurs physiques vectorielles ne change pas la nature de la physique. La physique reste la même. C'est simplement vos maths qui changent de forme, en espérant vous simplifier la vie. Et si vous avez posé un repère cylindrique, eh bien vous allez l'utiliser. Donc probablement vous ferez votre problème en projetant toutes les grandeurs physiques vectorielles dans ce repère-là. Passons au repère sphérique. C'est aussi un repère mobile. Il est aussi fixé à la particule ponctuelle P. Ces vecteurs unitaires sont ER, Eθ, Eφ. On a aussi besoin d'un repère cartésien fixé au référentiel d'étude. Et là, les coordonnées sont R. Là, c'est un peu plus simple, on va dire. C'est directement le vecteur OP, donc c'est le vecteur position, d'accord? Donc cette coordonnée R, en fait, ce serait la norme de notre vecteur position, OP, qui positionne la particule dans l'espace, depuis l'origine du repère fixé au référentiel d'étude. Les deux autres coordonnées sont deux angles, donc là on a un angle en plus. On a le phi, vous remarquez que le phi il est défini de la même façon, par rapport à l'axe OX1, maintenant on n'a plus de ρ, mais j'ai fait des pointillés, donc ça reprend vraiment bien cette notion, d'accord? De si on avait une porte qui tournait, eh bien l'angle phi marquerait l'angle que ferait cette porte par rapport à l'axe OX1. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a un angle θ ici, donc notre porte serait aussi en train de tourner comme ça. Alors, elle tournerait autour de quel axe? Eh bien, elle tournerait autour d'un axe qui bouge. Il faut vraiment voir comme... vous pouvez faire tourner phi, maintenant bloquez phi, d'accord? Prenez par exemple phi, ici vous le bloquez. Maintenant, dites-vous que vous pouvez casser le haut de votre porte, ou pensez à ces fenêtres qu'on peut entrouvrir comme ça. Et bien là, vous êtes en train d'entrouvrir votre fenêtre, d'accord? Avec un angle θ depuis l'axe OX3. Et après, si vous voulez, vous pouvez, une fois que vous avez défini θ, vous pouvez encore faire tourner votre fenêtre, ou vous pouvez faire tourner les deux en même temps. Et bien sûr, là, dans votre problème, θ et phi changent en même temps. C'est simplement pour moi, pour vous expliquer un peu comment se situe θ, phi et r. Maintenant, pour le placement des vecteurs unitaires, ER, pour moi, ça me paraît logique, c'est dans le sens, c'est directement dans le sens du vecteur position OP, c'est dans le sens d'accroissement de la coordonnée R. Donc ça, c'est simple à placer. Le deuxième vecteur unitaire, Eθ, eh bien, je vais en parler en dernier. Eφ, c'est le même, il est placé de la même façon, d'accord? Pensez à cette porte qui tournerait autour de l'axe X3. Eφ serait orthogonal à cette porte dans le sens d'accroissement de phi. On peut aussi penser au... Si là, l'angle phi nous fait balayer une sorte de trajectoire circulaire, quasi circulaire ici, enfin peut-être à un moment donné circulaire, eh bien Eφ est tangent à cette trajectoire circulaire. Il en va de même pour Eθ, parce qu'on peut balayer une autre trajectoire circulaire, vous voyez, avec l'angle θ. Donc Eθ est aussi tangent à cette trajectoire circulaire. On pourrait le voir, il est... Dites-vous simplement, peut-être une bonne façon de se rappeler, c'est que les trois vecteurs unitaires doivent être orthogonaux les uns aux autres. Ils ont des angles à 90 degrés. Du coup, si vous pouvez placer ER et Eφ, vous pouvez placer Eθ, en vous rappelant que c'est un repère orthonormé, certes, mais direct. Donc si je mets ma main droite le long du premier vecteur unitaire ER, je rabats vers le long du deuxième Eθ, mon pouce doit m'indiquer Eφ, plus Eφ. D'accord. Donc, le repère sphérique, c'est aussi un repère mobile. On n'introduit pas le repère de Freinet en physique 1 ici à l'EPFL, mais c'est peut-être un autre repère mobile que vous rencontrerez. Le dernier, et c'est le plus malheureux de tous, on va dire, s'appelle le repère d'inertie. Il n'a rien à voir avec le référentiel d'inertie, d'accord? Si on utilise le terme inertie ici, je suppose que c'est dû au fait que c'est un repère qui est lié au solide. Donc quand vous allez étudier le mouvement de solide indéformable ici, en physique 1, en mécanique classique, eh bien, en fait, c'est le repère qui est lié au solide, d'accord, qui tourne. Et peut-être inertie, ça vient du fait que votre solide a de la masse. Bref. En tout cas, donc c'est un repère, c'est encore un objet mathématique.
Souvent, ben, enfin même non, non, même, je dirais même tout le temps, oui, oui, bon, on va s'en tenir sur, on peut le placer aussi d'autres façons, mais la façon la plus commune, c'est de prendre pour origine le centre de gravité du solide, indéformable. Les vecteurs unitaires epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, je les ai appelés comme ça, on pourrait les appeler avec d'autres vecteurs unitaires, simplement pour ne pas les confondre avec les autres vecteurs unitaires qu'on vient de rencontrer. Alors, comment il est situé? Donc, vous avez toujours besoin encore de votre repère cartésien, bien sûr. Le repère d'inertie, il est fixé au solide, de façon à ce que donc, si on prend le centre de gravité et un vecteur unitaire, l'axe que ce vecteur unitaire et ce point vont générer, soit un des axes principaux d'inertie du solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, on va le voir plus tard, bien plus tard. Mais votre solide a des moments d'inertie, d'accord? Selon des axes donnés. Eh bien, si vous placez bien le repère d'inertie, vous pouvez vous arranger pour obtenir un tenseur d'inertie, vous saurez aussi plus tard ce que c'est, qui soit diagonal. Donc, pour nous, un tenseur, dans notre cas ici, ce sera une matrice 3 x 3. Et elle pourra être diagonale, en plaçant correctement donc, le repère d'inertie, donc il sera placé selon les axes principaux d'inertie du solide. Et pour un solide hautement symétrique et homogène, eh bien, les axes en fait, correspondront aux axes de symétrie du solide. Donc là, par exemple, on a une roue, donc c'est un cylindre plein, donc creux ça aurait marché aussi. On a donc G epsilon 1 qui est orthogonal au plan de la roue. Et epsilon 2 et epsilon 3, bon, ils sont à 90 degrés, mais ils passent bien par la tranche en fait, de votre roue. Et on aurait pu les placer ici ou ici, bref, enfin ils tournent avec la roue. Et ce qui veut dire qu'en fait, depuis cet axe d'inertie, la répartition de la masse, qu'on part dans un sens, par exemple on part de cet axe et on part perpendiculairement à cet axe dans un sens, la répartition des masses, d'accord, la géométrie des masses en allant comme ça, doit être exactement la même en allant dans l'autre sens. C'est une façon d'interpréter. On verra ça beaucoup plus en détail en introduisant le moment d'inertie. Rappelez-vous simplement que votre repère d'inertie est fixé au solide. Dans des cas où c'est simplifié, votre solide est hautement symétrique homogène, on peut même prendre un repère qui est fixe. Mais on va s'en tenir au cas général où votre repère est fixé au solide, qui tourne, se déplace avec le solide. Et on doit bien sûr définir un angle psi. Donc là, normalement, on définit par rapport au vecteur unitaire epsilon 1. On définit un angle psi, ou on l'appelle différemment θ ou phi. Et on va le définir par rapport à un des vecteurs unitaires du repère cartésien. Et si du coup psi est défini avec le vecteur unitaire E2, voilà, ici, on a un angle psi qui est formé entre E2 et epsilon 2. Donc voilà, je vous ai introduit les différents repères. On va passer maintenant sur comment on va obtenir les positions, vitesse et accélération de notre particule, notamment dans les différents repères qu'on a vus ici. Rappelez-vous, je vais l'aborder après, mais si un repère est mobile, est-ce que la dérivée temporelle d'un vecteur unitaire est forcément nulle? D'accord? Vous avez toujours appris que c'était nul avec un repère cartésien, mais est-ce que c'est le cas avec un repère mobile? On revient pour la suite.